Au cours de cette seconde guerre vénétienne, il semblerait que les forces impériales soient décidées à défendre coûte que coûte le joyau du secteur. Et les envahisseurs peinent à établir le moindre avant-poste sur cette planète. Mais la guerre est loin d'être terminée. Les efforts des Tarcusiens et de leurs alliés doivent redoubler d'intensité. Sur le monde cardinal en lui-même, les menaces ne cessent de se renouveler malgré une défense acharnée et efficace. Le capitaine Pullo et ses custodes continuent de veiller à ce que la parole de l'empereur soit respectée à la lettre et leur vigilance fut mise à rude épreuve. Dans un premier temps, ils furent assaillis par des Space Marines primaris des Emperor's Waykeepers. Ce chapitre ayant vraisemblablement établi une connivence entre la cause des Zélotes et la sienne. Mais la riposte brutale et déterminée des prétoriens de l'empereur étouffa dans l'œuf cette forme d'hérésie naissante. Tous furent exterminés. À peine remis du combat précédent, les hommes de Pullo furent attaqués par une phalange réduite de Nécrons. Les colosses en armure dorée jetèrent toute leur force dans la bataille, repoussant les Xénos au prix de nombreuses vies. Ils remportèrent ainsi une victoire bien amère. Entre la perte de nombre de ses frères et la trahison soudaine des Space Marines, Maximus Pullo pressentait que les jours à venir seraient plus sombres encore. Après sa victoire face à la Death Guard, Joseph Moustaki chargea les inquisiteurs Hérol et Clotilde de récupérer une relique dans une zone abandonnée de Santarcus. Aveuglés par les intempéries, les forces impériales ne découvrirent que trop tard la présence de la dynastie Skefrek, menée par le Phaéron Skolfrek, le tueur d'étoiles. Suite à la destruction de son monde nécropole par l'Imperium, Skolfrek n'aspirait plus qu'à une seule idée, la vengeance. Celle-ci était sur le point de s'accomplir tandis que les rayons d'énergie ghost de ses séides traversaient chair et métal. Toutefois, luttant pour sa survie, Hérol lança un assaut psychique dévastateur qui disloqua le corps du Phaéron. Les deux inquisiteurs purent échapper de justesse au Nécron avec seulement 2 soldats encore en vie à leur côté. Face aux assauts répétés des Nécrons, décision fut prise d'avoir recours à une arme nucléaire. L'ogive, visiblement sabotée, n'atteignit jamais sa cible et échoua dans une zone désertique, bien qu'il restait opérationnel. Très vite, une horde de fanatiques en guenilles tenta de s'emparer de l'arme. La situation était critique et le commandant Eisenfaust de la Death Corps de Krieg fut dépêché pour détruire la bombe. À son arrivée, Skolfrek était déjà sur place, au milieu des corps des Zélotes. L'officier impérial et ses hommes ne se découragèrent pas pour autant. Un garde parvint in extremis à poser un détonateur sur la bombe et le monarque Xénos fut disloqué une fois de plus. La 33e division blindée cadienne, en provenance de Carcérem, put enfin atteindre Santarcus, où ils trouvèrent à leur grande surprise les restes d'une vrille tyrannide. Le colonel Maximus prit les bioformes en tenaille, les sillons rabattant l'ennemi vers un mur de salves de laser et d'obus. Suite à cette brillante manœuvre, les corps des aliens furent incinérés. Les colonnes de fumée s'échappant des piles de carcasses tyrannides étaient visibles à 1000 lieues, et la 33e recherchait déjà un nouvel ennemi à purger. Dans l'espace environnant, le vaisseau pèlerin Vagabond, toujours en route vers Santarcus, fut à nouveau victime de l'attention de Grand-Père Nurgle. La précédente attaque de la Death Guard avait fini par corrompre la relique de Saint Aldus. Nombre de pèlerins avaient muté, infestés par des vers parasites. Ils s'emparèrent de la relique et taillèrent en pièces la patrouille du sergent Ivanov envoyé pour les exterminer. La lutte se poursuivit dans les dédales du vaisseau jusqu'à ce que les adorateurs du chaos soient interceptés dans une salle de terminaux. Debout devant la console se trouvait Ivanov, affublé de mutations putrides.
À l'issue d'un corps à corps sanglant, la meneuse des cultistes fut abattue, mais les hérétiques parvinrent à fuir avec la relique, Ivanov à leur tête. Nul ne connaît encore les informations qu'ils ont pu collecter et transmettre. Sur la lune Selenia, le cadre tôt du commandeur Godoul déferla avec férocité sur la compagnie de Black Templars du capitaine Thomasson. Luttant pour chaque mètre de terrain, les Space Marines finirent par être défaits par l'attaque Xenos. Les quelques survivants se replièrent à bord de leur transport pour rejoindre leur barge de bataille afin de préparer leur vengeance, laissant temporairement le champ libre à l'invasion des forces du bien suprême. Ailleurs sur la Lune, les sœurs de l'ordre de l'Immaculée Miséricorde, menées par sœur Anathea, fidèles à leurs vœux, luttaient contre l'hérésie. Elles en vinrent à combattre un peloton du Militarum Tempestus converti à la foi zélote. Le Tempestor Rainfield envisageait de saboter un des réseaux de défense de Selenia. La colère froide de la sœur supérieure fut à la mesure de la traîtrise. Arcoflagellants et Repentia châtièrent les renégats dans le sang. Si les armes remportent des batailles, seule la foi préserve l'humanité. La sororité pria l'empereur pour le salut de l'âme des défunts. Jusqu'à présent, l'unité des défenseurs sur Santarcus leur permet de repousser toute tentative d'invasion massive. Mais leurs efforts ne doivent en aucun cas se relâcher. Cristallisant le plus d'avidité à cause de ses réserves de noctilite, il ne fait aucun doute que c'est sur le front rutilien que se jouera l'essentiel de l'avenir du secteur vénétien. La dynastie Sotek vit de nombreux seigneurs répondre à son appel. Le tétrarque Tyr le Jeune débarqua sur le mont de Forge, dérangeant le cryptèque Nokfek d'une dynastie rivale dans sa récolte de noctilite. Malgré des pourparlers, l'attitude belliqueuse de Nokfek engendra un conflit fratricide comme aux temps anciens. La démonstration martiale aura impressionné de part et d'autre les commandants, qui décidèrent de s'allier pour optimiser les chances de vaincre leurs ennemis. Les Drukhari purent repartir dans leur domaine de la toile avec prisonniers et noctilites afin d'exercer les rituels en vigueur pour protéger leur royaume fraîchement créé. Irandil, désormais hiérarque, a confié le poste de Clayvex à son disciple le plus prometteur, Narlex Kahil. Ce dernier surveillait avec ses troupes l'arrière-garde des Drukhis. Attirés par les supplications des prisonniers et les âmes Eldari, des démonettes de Slaanesh assaillirent les sombres Eldar. Narlek parvint à mettre en déroute les tentatrices, au prix de nombreuses vies de ses frères incubes, permettant à la suite d'atteindre le portail de la toile sans encombre. Les forces Necrons poursuivent leurs assauts. Bien que les motivations de ces immortels restent inconnues, les Blood Angels prirent la menace très au sérieux et répondirent avec force à l'agression Xenos. L'affrontement tourna court lorsque la mort vint du ciel sous la forme d'Inceptor. Ces derniers prirent à revers la phalange et éliminèrent le cryptèque ennemi. Cette action héroïque fut déterminante et offrit la victoire aux forces de l'empereur. Mais un doute naquit dans l'esprit de l'état-major des fils de Baal. Ne s'agissait-il pas d'une simple diversion ? Pour les Necrons, cette diversion fut certes une réussite, mais plus coûteuse que prévu. La motivation des immortels portait sur un artefact démoniaque confisqué à des disciples de Slaanesh, détenu par une compagnie Blood Angel dans une raffinerie désaffectée. Si les fils de Sanguinius avaient le projet d'apporter cet artefact aux autorités compétentes pour le neutraliser, c'est finalement les Necrons qui en prirent le contrôle, repoussant les Astartes et leur infligeant d'importantes pertes. Aussi bien pour son activation que pour sa destruction, l'artefact impie au centre de ces combats nécessiterait l'exécution d'un rituel précis.
Alors que les Xénos se dirigeaient vers un site propice à la cérémonie, les soldats de Baal, enragés par la défaite, entreprirent un assaut brutal ainsi que de vicieuses embuscades pour récupérer l'objet maléfique. Ces tactiques furent réduites à néant lorsque des nuées cliquetantes de scarabées parvinrent à traverser les lignes de défense des Space Marines avec leur immonde bagage. Les nécrontyres n'ont jamais été aussi proches de leur objectif. Où que la mort se rende, elle est toujours précédée ou suivie par la putréfaction, qui l'accompagne partout comme une ombre sinistre. Souhaitant répandre les bienfaits de grand-père Nurgle sur le monde Forge, la Death Guard se heurta au Sword of Guilliman. L'opiniâtreté des successeurs Ultramarines se mesura à la résilience de la Force Peste. Les morts s'accumulèrent de part et d'autre, et même le capitaine Galatian Tellorian fut tué par le pestiféré Urbal Mortex. L'espoir diminuait, mais le courage demeurait intact. Et un sergent accompagné de son escouade offrit une victoire à l'arraché aux guerriers d'Ultramar en mettant en déroute les derniers rejetons de Mortarion. Parallèlement, sur Coronae, les Space Wolves du Jarl Taurin établirent un camp de base afin de sécuriser un couloir d'approvisionnement pour Rutilia. La quiétude qui régnait sur l'installation vola en éclats sous des tirs d'artillerie de l'Astra Militarum. Bien que décontenancée par cette évidente trahison, la meute de Taurin fondit sur les scélérats. Leur commandant ainsi que nombre de ses subordonnés furent abattus sans autre forme de procès. Les fils du loup constatèrent plus tard que les humains présentaient des signes d'altération mentale, aucun ne suffisant à expliquer les raisons de leur félonie. La lutte pour la Noctilite se poursuit aussi à la surface de Coronae. Le réveil continu de forces Nécron mit un contingent Thousand Sons à rude épreuve. Pour inverser la tendance, le prince Furcifer mena ses forces pour un assaut crucial. Jusqu'alors immobilisés par la masse Xénos, les Thousand Sons firent honneur aux tisseurs de destin. Si dans un premier temps les immortels prirent l'avantage, ils le perdirent lors de l'arrivée des scarabs occultes Terminator. La bataille atteignit son point culminant lorsque Furcifer fit face à Guilek le Permanent. Après un féroce affrontement, tous durent se replier sans réel vainqueur. Au cœur de la lutte pour Coronae, Scarabeus, guidé par son dieu, partit à la recherche d'un lieu de puissance du Warp. Son chemin le conduisit une nouvelle fois à se confronter avec les Nécrons, Guilek le Permanent faisant encore obstacle aux serviteurs de Tzeentch. À la suite d'une âpre lutte, les Thousand Sons prirent l'ascendant sur l'opposition Xénos, libérant ainsi l'accès aux lieux de puissance convoités. Victorieux, le sorcier s'immergea dans les puits du changement, acceptant les bienfaits et le destin tracé pour lui par son maître. Tout juste remodelé par les bienfaits de Tzeentch, Scarabeus ne put prendre le temps d'explorer ses nouvelles capacités. En effet, absorbé par sa transformation, le sorcier ne put se rendre compte que Guilek profitait déjà de ce délai pour réanimer ses troupes et préparer l'offensive. Non accoutumé à sa forme nouvelle, Scarabeus ne put que difficilement se défendre contre les assauts Xénos. Si aucun des deux camps ne parvint à prendre l'avantage, le seigneur sorcier dut néanmoins battre en retraite, laissant à ses rubriques le soin d'assurer sa fuite. Les belligérants sont de plus en plus nombreux au sein du système de Rutilia. Dans la cacophonie des combats, envahisseurs et défenseurs se partagent victoires et défaites. La guerre ne désigne aucun vainqueur apparent, du moins pour le moment. Les forces impériales ont conflué en masse à la surface de Caelonia afin de la défendre, car son invasion est la plus importante du secteur Venexian. Si bien que l'approvisionnement en ressources nourricières des autres planètes alentours est à présent menacé.
Foisonnant de vie, les marais de Caelonia sont une cible de choix pour la vrille du tyran. Mais la Death Watch du capitaine Marius attendait les tyrannides de pied ferme pour défendre des villages féodaux tout proches. Le chapelain Vorst réussit même l'exploit de capturer un maître des essaims de la flotte ruche au terme d'un combat épique. Malgré les pertes effroyables subies, les Xénos poursuivirent mécaniquement l'assimilation de la biomasse. Tout reposera sur l'abnégation et le sacrifice de ces Space Marines qui se préparent à défendre le dernier village au péril de leur vie. Mais le monde agricole n'éveille pas seulement l'appétit des tyrannides. Les adeptes de Grand-Père Nurgle le convoitent également pour cultiver un jardin putrescent au nom de leur dieu. Astérion débarqua avec un contingent de la Death Guard pour répandre les bienfaits de la putréfaction sur cette planète. Et la patrouille de Space Marines envoyée pour l'intercepter n'empêcha pas les renégats d'établir une tête de pont. Malgré le bannissement d'Astérion, ce fut un prix bien cher payé pour les Astartes, puisque seul leur commandant survécut à la bataille. Alors qu'il tentait de rejoindre un avant-poste impérial pour le renforcer, l'escouade du commissaire Méline se retrouva isolée après le crash de sa Valkyrie. Les survivants rallièrent tout de même l'avant-poste à pied, mais seulement pour constater que la garnison de celui-ci avait été anéantie par des organismes tyrannides isolés. Investissant les bâtiments, Mérine et ses hommes massacrèrent les Xénos sans difficulté grâce à leur tactique de feu croisé. Ceci fait, ils reprirent leur route à travers les bois, à la recherche des lignes impériales de leur régiment. Après une première tentative infructueuse d'incursion sur le mont de Caelonia du capitaine freebooters Gruk Grosdent, son premier warboss, Fragbad Cropouri, lança à son tour un raid de pillage. Cherchant à retrouver Grosdent, il tomba nez à nez avec la meute de Space Wolves qui avait capturé le capitaine une semaine plus tôt. Voyant la gloire et la renommée à sa portée, Cropouri se jeta dans la mêlée. Après qu'il ait abattu un dreadnought et une meute de griffes sanglantes, des gardes-loups menés par Thorvald le Stormrider mirent un terme à la bataille. Mais le répit sera de courte durée. Le chevalier de l'oubli Rosal d'Aquin fut envoyé sur Caelonia par Joseph Moustaki avec un contingent de Sœurs du Silence pour enquêter sur de mystérieuses perturbations. Elle arriva devant une étrange structure en pierre. Sortant de nulle part, des arlequins attaquèrent. L'aura du paria et les lance-flammes des sœurs ne furent pas suffisants pour arrêter l'assaut initial. Rosal et son garde du corps se replièrent, tandis que le reste de la sororité repoussait les Eldar bariolés. Un assassin Eversor en embuscade put atteindre un des prophètes de l'ombre et l'envoya dans le néant. La troupe inquisitoriale découvrit alors l'entrée d'une caverne dans l'étrange formation rocheuse et s'y engouffra. Pendant ce temps, les Sœurs du Silence avaient la tâche de couvrir leurs arrières. Des cauchemars informes s'abattirent sur elles. Les guerrières de la Stratelepathica combattirent ces étranges choses, et certaines y perdirent la vie. Alors que les abominations prenaient lentement le dessus, elles disparurent sans crier gare, laissant celles des intouchables qui avaient survécu seules avec leur perplexité. À l'intérieur de la structure, durant ce court laps de temps, les mêmes formes fantomatiques surgirent de toutes parts. Quand les deux agents impériaux en tuaient une, deux la remplaçaient. Au fond de la caverne se trouvait une silhouette massive et décharnée, au regard sans pupille. Rosal comprit qu'il s'agissait de la source de la perturbation. Elle engagea alors un duel mental avec la chose. Le puissant don du paria fut suffisant pour couper le lien de la créature avec la réalité, et elles se dissipèrent toutes aussitôt.
Après avoir reçu un signal de détresse de l'équipe de Rosal d'Aquin, un transport de l'Adeptas Auroritas fut dépêché pour leur venir en aide. L'aéronef fut touché par un tir provenant de la forêt et dut se poser en catastrophe. Sortant de terre, des organismes tyrannides attaquèrent les sorts de bataille. Un Aruspex fut brûlé vif, tandis qu'un second dévorait une escouade de rétributors. Finalement, le tyran fut déchiqueté par des arcoflagellants. Au prix de sérieuses pertes, les sœurs remportèrent une douloureuse victoire. L'enracinement d'une myriade de menaces différentes sur le sol caélonien marque un premier tournant dans cette guerre. Les nouvelles forces impériales déployées sur place ont de plus en plus le sentiment de participer à un effort de reconquête plutôt qu'à la simple défense de l'Agrimonde. Toujours en proie aux émeutes provoquées par les Zélotes, le monde ruche est secoué par de nombreux affrontements. Cris d'effroi, harangues belliqueuses et douces prières s'élèvent au-dessus de ce charnier. Suite à une erreur administrative, les Space Wolves de John Stegwolves atterrirent sur un astroport en proie à une attaque. En effet, les fils de la Guivre, un culte Genestealer, cherchaient à récupérer des armes pour son propre compte. Les fils de Russ furent submergés par la marée de mutants, ces derniers prenant la fuite avec leur butin, comprenant des reliques du chapitre. Ivres de vengeance, les Space Marines se mirent en chasse dans les souterrains. Ils furent guidés par un de leurs Psykers capables de sentir les créatures. Après de rudes combats, quelques Space Wolves remontèrent à la surface, victorieux avec leurs reliques. Engagé par un noble lié à la cause des Zélotes, le chasseur de primes Winnie Loosbeck dut prouver sa foi nouvelle. Pour cela, il descendit dans les bas-fonds de la ruche avec des miliciens pour chasser un monstre. Sur les lieux, ils tombèrent sur des Eldar noirs. Une fusillade éclata en faveur des Zélotes, mais provoqua également la colère de la créature, qui sera abattue in extremis par Winnie. Une secte de Xénos émergea des profondeurs pour s'en prendre à la force vengeance de la garde impériale. Les soldats abattirent les infects hybrides avec efficacité, jusqu'à ce que certains atteignent les lignes impériales. Après un combat coûteux en vies humaines, les monstres furent repoussés et incinérés. Suite à la perte de leur leader, les Arlequins de la Divine Comédie essayèrent de rejoindre un point de ralliement tenu secret. Mais ils durent faire face à des ogrines lourdement armés du culte zélote. Insaisissables, ils oxyrent les brutes et purent atteindre leur sanctuaire afin de réorganiser leurs troupes. Uriontina concentre l'essentiel de la population du secteur. Chaque brèche ouverte dans ces ruches est comme une entaille sur l'une des artères principales du secteur vénexian, et chaque culte hérétique ou xénos venant s'y engouffrer est telle une gangrène. Depuis les derniers affrontements, les gisements de minerais appelés Cellumnium continuent d'attirer de nouveaux belligérants sur Taurinus. Dans l'ombre de la planète, une station située aux abords de la lune Pau lança un message d'alerte de menaces tyrannides. Une force de frappe ultramarine y répondit, et comme sur Rutilia, remporta la victoire. De nombreux civils furent massacrés, mais la menace tyrannide de la vrille du tyran des cauchemars fut éradiquée. Les Ultramarines quittèrent la station en direction de Caelonia. Réfugié sur Taurinus après une cuisante défaite, Sigismund, duc de Lusignac, subit une attaque des Shadowkin's Sons alliés à des Custodes. L'hoste de Cherlieu réagit promptement grâce au sermon enflammé d'Adhémar, chapelain de Rougemont.
Sigismond vainquit le lieutenant Astartès Malroth le rempart en combat singulier, tandis que ses Blade Guards battaient le capitaine bouclier custodien Tyrfel l'élu. Alors que l'affrontement était à son paroxysme, une relique fut trouvée et confiée au chapelain Adhémar. Après le rapport de son avant-garde sur Torinus, l'inquisiteur Joseph Moustaki décida de se rendre sur le monde minier. Accompagné d'un Macarius Oméga, d'un Valdor et d'un chef de char d'escorte de Krieg, l'inquisiteur reconnut instantanément des Yuvat. Les Xénos se déplacèrent avec une angoissante célérité vers la force de Moustaki, projetant des arcs électriques causant de lourds dommages. En représailles, 2 des monstruosités furent carbonisées, mais le reste parvint tout de même à détruire les tanks. Le réacteur du Valdor fut touché et une explosion titanesque survint, coupant le signal de la troupe inquisitoriale. Suite à sa défaite face à Sigismond, le chapitre des Cherokeen's Sons décida d'assassiner le duc de Lusignac. Iriot, la lame sombre, se porta volontaire et mit en place une embuscade. Surpris par de puissants tirs en plein marais, les fils de Sigismond se sacrifièrent, mais le duc se retrouva seul, encerclé par les anges de la mort. Il leur échappa de peu grâce à l'intervention de ses renforts, alertés par l'attaque. Ainsi, la situation semble s'envenimer sur Torinus et ses environs. Le monde minier est toujours dans une situation instable où aucune faction ne semble prendre un avantage décisif. Bien que considéré comme monde pénal, la labyrinthique Carcérem s'est vue d'infiltrer de part en part, ses secrets attirant de nombreux groupuscules aux intentions diverses et variées. Xénos et hérétiques y font face aux forces impériales, tentant de défendre coûte que coûte le monde carcéral, quitte à s'allier à de dangereux détenus. Alors que les pillards Drukhari continuaient leur capture d'esclaves pour Comorag, ils tombèrent à nouveau sur des serviteurs de l'Adeptus Mechanicus. L'embuscade des Eldar Noirs fut foudroyante, mais elle se brisa contre la détermination des membres du clergé de Mars. Les pillards Xénos furent obligés de fuir sans avoir rien découvert ni fait le moindre prisonnier. Conscient de la mystérieuse présence de bioformes tyrannides sur le monde inhabité de Caloris, à proximité de Carcérem, le Magos Biologis Lec 23 fut envoyé faire des recherches. Escorté par une petite force de Skitari, le prêtre de Mars ne tarda pas à être attaqué par les Xénos. Les créatures du grand carnassier protégèrent leur xénoflore, mais furent finalement exterminées. Malgré cette victoire, le Magos Lec 23 ne put effectuer toutes ses analyses. Une nouvelle vague de tyrannides le poussa à se replier à la hâte. Toujours stationnés sur le monde pénal, les gardes impériaux de la 33e préparèrent une attaque contre les orques. Lors des récents affrontements, les peaux vertes avaient déjà été repoussées et le warboss Morkitu était tombé, mais la construction d'un Stompa inquiéta l'Astra Militarum. Le commandant Scipion, fraîchement nommé, ordonna à ses blindés, escouades d'infanterie et aux prisonniers réquisitionnés de charger. Les détenus furent massacrés par les orques, mais ils payèrent leurs dettes envers l'empereur. Ce carnage affecta gravement les deux camps, mais il permit d'affaiblir encore une fois la présence de Xénos sur le monde pénal. Pendant ce temps, les membres de l'Adeptus Custodes enquêtaient toujours sur le messager au sein du dédale carcéral. Après avoir traqué des déchus, ils se retrouvèrent face aux pillards Drukhari fuyant le Mechanicus. Cependant, certains fuyards échappèrent au courroux des gardiens de Terra et disparurent sans laisser de traces. Nombreuses sont les menaces qui pèsent sur le secteur vénétien. Invasion, corruption, infestation Xénos et dévoiement de la foi impériale.
Autant de dangers que les défenses locales, ainsi que les armées composant la force aguerris, sont jusqu'alors parvenus à repousser. Mais le mal semble s'enraciner sur les terres fertiles de Caelonia. Et l'unique agrimonde du secteur devient à présent l'épicentre de la Seconde Guerre vénétienne.